de l'air, du carbone, de l'eau. La Terre est accueillante. Toutes les formes de vie ont appris à y cohabiter. Lilliputiens ou mastodontes, faibles et puissants, ils se sont partagés le territoire avec un mot d'ordre, la survie. Et que ne ferait-il pas pour survivre? La guerre, certes, mais pourquoi pas aussi la paix, avec ceux que l'on pourrait si facilement croquer. Certaines espèces ont appris à s'entraider sans s'agresser. L'intérêt? Échanger des biens et des services dans une véritable entraide que les scientifiques appellent symbiose. Voici donc l'histoire de ces fabuleux mariages d'intérêts, pour le meilleur et pour le pire. Le principe de la survie en groupe, pour fuir comme pour attaquer, fait ses preuves à chaque instant aux quatre coins du monde. L'union fait la force. C'est une recette gagnante dans le vaste règne du vivant. L'entraide commence dès que l'on fait équipe avec son voisin. C'est ce que font les dauphins en chassant de concert, à 3 ou 4 pour rabattre le poisson. On ne gagne pas à tous les coups. Qu'importe, chacun sait qu'il finira par avoir sa pitance à un moment ou à un autre, du moment qu'il continue à faire équipe. Les manchots s'entraident eux aussi en restant groupés, pas pour attaquer, mais pour se défendre. Voici leur ennemi mortel. Les orques se mettent à plusieurs pour rabattre les manchots en les effrayant à grands coups de queue. La chasse est difficile, car les manchots ont une tactique. Leurs bancs se divisent, se rassemblent, se divisent à nouveau, perdant les orques dans toutes directions. Cette ruse réduit la probabilité individuelle de capture. C'est ce même principe de fuite qui est adopté par les bancs de poissons face aux requins. Dans ce jeu du chat et de la souris, les prédateurs s'unissent. Les proies s'unissent à leur tour dans leur course à l'efficacité. S'il est facile de s'entraider entre manchots, il ne leur viendrait pas à l'idée de coopérer avec un intrus. Et pourtant, l'idée n'est pas aussi incongrue qu'on pourrait le penser. Deux espèces différentes peuvent s'entraider dans certains cas. Pour commencer, manchots et éléphants de mer partagent pacifiquement la même plage. L'orque ne convoite pas seulement les manchots. Il aime aussi dévorer les éléphants de mer dès qu'il le peut. En fuyant, éléphants de mer et manchots s'alertent mutuellement du danger. C'est une forme d'entraide très basique, involontaire mais efficace. Il suffit d'un territoire partagé en bonne entente, d'un prédateur commun et d'une once de curiosité. Voilà la recette pour commencer de belles alliances entre espèces différentes.
Voyons maintenant ce qui est une véritable symbiose, c'est-à-dire une entraide durable et vitale entre deux espèces différentes. En Ouganda, voici une femelle crocodile du Nil qui cherche à camoufler son nid avec une branche. Elle accepte de partager son territoire avec les oiseaux des berges en échange de leur vigilance. Les oiseaux, eux aussi, nichent ici et la présence de ce gros carnassier les rassure. Ensemble, ils alternent le babysitting des couvées. La mère crocodile part en chasse de quelques gibiers. Elle a enterré ses œufs dans le sable et laisse sa progéniture sous la bonne garde des oiseaux. Le varan du Nil saisit l'opportunité. Les oiseaux sonnent l'alerte. Mais la femelle est trop occupée à chercher quelque nourriture. Les martins pêcheurs ont vu son manège et tentent d'écarter cet indésirable. Eux aussi cachent leurs œufs sous le sable. Le varan a fini par dénicher les œufs de crocodile. La couvée tout entière est menacée. Les mouchards s'égosillent dans une ultime tentative. La femelle a fini par entendre. Le varan, absorbé par son festin, ne sent pas le danger qu'il guette. Une partie de la couvée sera finalement sauvée grâce aux oiseaux gendarmes. La recherche de protection contre les prédateurs, voilà ce qui s'échange volontiers dans ces entraides. Ces échanges n'ont pas de frontières, ils se sont étendus à tous les écosystèmes de la planète. En mer, les cachettes sont plus rares que sur Terre. Les plus petits cherchent parfois chez les plus gros un bouclier efficace. Et quel bouclier plus efficace que les tentacules mortels de la méduse? Ces petits poissons, eux, sont épargnés car ils servent tout simplement d'appât à leur hôte prédateur. En proie facile, ils mettent à profit leur faiblesse comme un avantage tactique de chasse pour la méduse. Ils peuvent ainsi voyager en toute tranquillité sous la protection de leur ange gardien. Les récifs coralliens sont particulièrement riches en symbiose. Une grande concentration d'espèces y trouve refuge et nourriture, favorisant les rencontres et les échanges en tout genre.
de petits poissons ont trouvé une protection entre les redoutables aiguilles d'oursin. Les oursins, eux, ne profitent pas des poissons, quoique l'on ne connaisse pas encore tout de leur relation. Poison, aiguilles, tentacules, voilà ce que l'on cherche désespérément pour échapper aux prédateurs. Il y a même des adeptes des armes chimiques. Les cnidaires sont une grande famille qui inclut les anémones de mer et le corail. Leurs tentacules venimeux capturent tout ce qui passe à leur portée. Le poisson clown, lui, est insensible au poison de l'anémone de mer. Pour la séduire, le poisson clown la frôle d'abord doucement. Ses écailles sont enduites d'un mucus dont la composition chimique change au contact des tentacules de l'anémone. Il se vaccine progressivement et peut finalement s'y plonger à loisir. Mais il doit rester fidèle car son immunité disparaît s'il s'éloigne trop longtemps ou s'il change d'anémone. En échange de cette protection, les poissons clowns servent d'appât à l'anémone de mer et nettoient cet orifice qui lui sert à la fois de bouche et d'anus. C'est la meilleure place et ils se battent pour en garder l'entrée. Plus étonnant encore est le crabe boxeur, armé d'une anémone miniature dans chaque pince. Pendant que le crabe mange, les anémones de mer capturent les débris alimentaires qui circulent entre leurs tentacules. Quel avantage en tire le crabe? Tout simplement une protection rapprochée. Les anémones sont petites, mais très urticantes. Deux armes bien dissuasives pour tous ceux qui approchent de trop près son territoire, qui s'y frottent, s'y piquent. Un crabe boxeur armé d'une bonne paire d'anémones sait qu'il a de quoi intimider jusqu'aux plus gros prédateurs. Les anémones de mer sont des spécialistes des partenariats en tout genre. En voici une qui grandit sur un Bernard l'ermite. Comme si sa coquille ne suffisait pas à le protéger, le Bernard l'ermite adopte une ou plusieurs anémones de mer sur son dos, histoire d'intimider tout prédateur ou concurrent. En échange de leur protection, les anémones de mer récupèrent les restes alimentaires de leur hôte. Que se passe-t-il lorsque la coquille du Bernard l'ermite devient trop petite pour lui? Il doit en trouver une plus grosse. Comment faire suivre l'anémone toujours fermement ancrée à son piédestal?
Il suffit de le lui demander par un étrange code tactile. À force de subtiles caresses, l'anémone relâche l'étreinte sur son socle. Sa ventouse se décolle. Le Bernard l'ermite guide sa partenaire pour qu'elle se recolle sur sa nouvelle coquille. Dans les lagons, les armes chimiques font décidément l'objet de trafics en tout genre. Voilà un nudibranche, sorte d'escargot de mer sans coquille. Ses vives couleurs signalent à qui voudrait le manger qu'il est empoisonné. C'est une aubaine pour la crevette qui a décidé d'embarquer à son bord pour voyager en toute sécurité. La crevette est maquillée. Elle adopte les couleurs de son hôte, comme un caméléon. S'effaçant aux yeux des prédateurs, elle profite du même effet dissuasif. Durant ce voyage gratuit, la crevette se nourrit des micro-crustacés qui passent à sa portée. En échange, elle débarrasse le nudibranche de petits parasites indésirables. De la protection contre du nettoyage, voilà un marché qui plaît bien aux crevettes. Les crevettes fricotent sans crainte avec les plus grands prédateurs du lagon. Elles osent même brosser les dents de la murène, profitant des débris alimentaires de son dernier repas. Certains endroits sont le théâtre de scènes peu communes. Il s'agit de stations de nettoyage sous-marines où gros et petits ont rendez-vous. Mais pas question de s'entre-dévorer. Ici, on fait la paix. Le personnel de ménage, ce sont des petits poissons, les labres. Ils se régalent des parasites des plus gros. Et quand il y a de la demande, chacun attend son tour pour le toilettage. Les nettoyeurs explorent tous les orifices de leur hôte à la recherche de quelques larves et aussi du mucus présent sur leur peau. Les candidats au nettoyage se mettent dans une posture d'invite caractéristique, ouïe et bouche ouvertes. Voici des rémoras, drôles de poissons dotés d'une ventouse au-dessus de la tête. Ceux-là cherchent leur hôte. Les voici, des requins qui font office de remorqueurs. Ils s'y accrochent avec une adhérence exceptionnelle. Ils savent pourtant trouver leur propre nourriture, mais ils préfèrent partager les restes alimentaires des requins ou se nourrir de leurs parasites. Ils gagnent en retour un transport sécurisé. Les rémoras associés aux raies sont de couleur blanche, comme pour mieux s'effacer sous leurs flancs. Ce mimétisme traduit une adaptation spécifique, chaque espèce de rémora ayant son transporteur attitré. Nettoyeurs, certes, mais les rémoras sont surtout des éboueurs. Ils n'hésitent pas à fouiller dans les excréments de la raie pour en extraire quelques friandises. L'anus est aussi une bonne planque contre les prédateurs.
Protection, nettoyage, alimentation, voilà ce qui s'échange à tout va dans les océans. Et sur Terre, qu'en est-il? Les besoins sont-ils identiques? Sur Terre comme en mer, les animaux tiennent à leur hygiène. Tiques, poux, malophages, parasites en tout genre, ils sont minuscules mais démangent furieusement. Que faire alors? Il faut trouver un partenaire pour la toilette. L'épouillage entre individus d'une même espèce n'est pas toujours d'une totale efficacité. Le parasite est si petit qu'il se cache habilement entre les poils ou les plumes. C'est toute une histoire pour s'en débarrasser. Letourneau a trouvé une solution radicale. Il vient embaucher une armée à l'échelle de ses envahisseurs. Les fourmis rousses sont les candidates idéales. Elles attaquent tout ce qui vient perturber leur colonie. Letourneau le sait et il en profite. Le voilà qui saisit les fourmis pour les relâcher dans ses plumes. Les mercenaires, tout excités, se lancent à l'assaut de ce territoire étranger, attaquant tout ce qui bouge. Dans leur lutte, elles projettent un poison fulgurant, de l'acide formique. Les tiques meurent rapidement et celles qui ont échappé à l'étreinte des fourmis ne tardent pas à quitter le plumage désormais enduit d'insecticides. Letourneau est soulagé. Mais quel bénéfice tirent les fourmis dans ce nettoyage forcé? A priori aucun, car les tiques ne sont pas des proies appréciables. On pourrait presque taxer Letourneau de parasites des fourmis. La frontière entre un échange équitable et une exploitation pure et simple n'est pas si nette qu'il y paraît. Tout est question d'équilibre entre coût et bénéfice de la relation. Pour mieux cerner cette limite entre parasites et associés, il faut remonter au temps géologique. Les relations entre hôtes et parasites ont commencé très tôt sur notre planète. On en retrouve la trace dans l'ambre, cette résine fossilisée depuis plus de 40 millions d'années. Voici un menthophasme, un drôle d'insecte mi-menthe religieuse, mi-phasme, aujourd'hui disparu. Il transporte sur son dos un acarien. Simple autostoppeur, l'acarien ne nuit pas nécessairement à son hôte. Il peut même le débarrasser de squames indésirables et jouer à son tour le rôle de nettoyeur. Pour comprendre ces équilibres instables entre associés, on peut commencer par étudier un cas typique de parasitisme a priori bien établi. C'est le fameux exemple du coucou. Voici un nid de fauvette. À l'intérieur vient d'éclore un œuf pondu par une femelle coucou. À peine sorti de sa coquille, le jeune coucou commence par se débarrasser des œufs de fauvette, futurs concurrents indésirables. Non content d'être couvé par les fauvettes, le jeune coucou veut aussi garder l'exclusivité des repas. Les parents fauvettes le nourrissent sans se douter de la supercherie. Dans cette affaire de dupe, une espèce se fait complètement exploiter par l'autre. La relation est totalement inéquitable. Heureusement pour les fauvettes, le coucou ne parasite pas que leur nid, mais aussi celui d'autres espèces.
L'exemple de la pierrite du chou, cette chenille vorace, est instructif pour comprendre jusqu'à quel point l'un des deux partenaires peut abuser de l'autre. Voici un convive qui n'était pas invité. La guêpe. Ce n'est pas le chou qui l'attire, mais plutôt les chenilles. La guêpe veut pondre ses œufs. Elle cherche une nourrice bien grasse qui serve de garde-manger vivant pour ses larves. La chenille se défend comme elle peut, projetant du jus de chou gluant sur son assaillante. Tenace, la guêpe finit par pondre en piquant la chenille. Les larves vont s'y développer sans la tuer. Une semaine plus tard, les larves à maturité sortent de la chenille en perforant leur hôte de toutes parts pour gagner l'air libre. Aussitôt, elles tissent leur cocon pour se transformer en guêpes adultes. Qui gagne donc la chenille? Rien. Elle mourra lentement sans jamais devenir papillon. La guêpe est un parasite meurtrier qui tire parti de la situation sans rien donner en retour à sa victime. Mais les chenilles sont pleines de ressorts car certaines espèces ont trouvé le moyen de se sortir de cette situation pour le moins inéquitable. Contrairement à la pierrite du chou, voici un papillon qui fait tout pour protéger ses chenilles des parasites. C'est l'azuré. Première parade. Il prend soin de pondre sur un bouton de fleur. La chenille se développe à l'intérieur, excellente cachette. Mais un jour, elle doit en sortir et devient alors la proie des prédateurs. C'est alors qu'intervient une deuxième parade. Pour éviter de se faire croquer par la fourmi, son ennemi naturel, la chenille sécrète un message chimique, une phéromone qui mime l'odeur d'une larve de fourmi. La fourmi, aussi myope qu'une taupe, reconnaît l'odeur et s'empresse d'adopter ce qu'elle croit être l'un de ses propres couvains. L'ennemi est berné. Non seulement il n'est plus ennemi, mais il va devenir ami. La chambre à couvain accueille pêle-mêle larves de fourmis et chenilles. Cette pouponnière, sous la protection de gardes du corps, est un lieu idéal pour grandir en toute sécurité. La chenille sait aussi quémander sa pitance. C'est cet étrange râle saccadé qu'on entend, très amplifié. Et ça marche. Les fourmis la nourrissent, quitte à délaisser leurs propres larves. Le leur est parfait. Finalement, les chenilles donnent quand même quelque chose en retour. Elles sécrètent un nectar succulent très apprécié des fourmis. Difficile alors de considérer la chenille comme un vrai parasite. Elle donne en échange de ce qu'elle reçoit. Voilà comment, de parasites, on devient associé. Toutefois, rien n'est jamais stable en matière d'évolution. La relation peut devenir équitable comme virer au parasitisme pur et simple.
La chenille, en se nymphosant, continue d'émettre des appels pour solliciter les soins attentifs de ses nurses. Le papillon n'est pas davantage inquiété par les fourmis, probablement parce qu'il a des phéromones de reconnaissance semblables à celles des chenilles. Une fois ses ailes déployées, il pourra entamer une nouvelle vie loin de sa famille d'adoption. Au fil de l'évolution, certains partenaires ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Leur échange est vital et ils deviennent véritablement inséparables au point de modifier totalement leur comportement et leur aspect. Les insectes pollinisateurs en sont un exemple. Ils ont fait un pacte avec les fleurs. Ils disséminent le pollen contre le nectar dont ils se nourrissent. Une fleur n'est autre qu'un signal racoleur pour les insectes. Plus elle est chatoyante, plus les insectes seront attirés pour venir fouiner dedans. Ainsi s'enduisent-ils du précieux pollen qui va assurer la reproduction de la plante. Certaines fleurs sont devenues totalement dépendantes de leurs pollinisateurs, au point de changer de forme pour ralentir le messager afin qu'il se recouvre d'un maximum de pollen. Dans le cas de formes allongées, le nectar est tout au fond. En réponse, les insectes ont dû développer de longues trompes. C'est ce que les scientifiques appellent la coévolution des associés. Chacun développe des astuces pour mieux profiter de l'autre. Certaines associations entre un insecte et sa plante défient parfois les lois de la nature. Les plantes insectivores savent digérer les proies grâce à des glandes spécialisées qui contiennent des enzymes digestives. Elles ne font pas de cadeaux à qui ose les approcher. Pourtant, sur les hauts plateaux d'Afrique du Sud vit une plante insectivore qui a scellé un pacte de paix avec un insecte. Cette plante, c'est une roridula. Ses feuilles sécrètent une résine gluante qui miroite au soleil, lui servant d'attrape-mouche. Voilà un intrépide qui joue les équilibristes dans ce piège mortel. C'est une punaise spécifiquement adaptée à la roridula. On ne la trouve nulle part ailleurs que sur cette plante. Quel est son secret? Ses longues pattes jouent le rôle des chasses et lui permettent d'enjamber sans danger les pointes gluantes. Et si par accident il y a contact, la glu n'a que peu de prise. Voilà donc un partenaire tout désigné pour assurer la reproduction de la roridula. Les jeunes punaises sont bien à l'abri dans les fleurs, entourées d'une véritable forteresse végétale. En farfouillant entre les étamines, elles en assurent la pollinisation. Mais l'entraide ne s'arrête pas là. La roridula n'est pas une plante insectivore comme les autres. Si elle peut attraper ses proies, elle n'a pas en revanche de glandes digestives pour les consommer. Cette fois encore, c'est la punaise qui va s'en charger.
les insectes les plus combatifs finissent par s'épuiser. La punaise enfonce son rostre dans la proie encore fraîche et commence à en aspirer l'intérieur. C'est pour elle tout bénéfice. Elle ne fournit aucun effort et ne prend aucun risque dans cette capture. Pendant sa digestion, la punaise fabrique des excréments très riches en azote. Elle en dépose une goutte sur la feuille de Roridula. Ce véritable engrais foliaire est immédiatement absorbé par la plante. C'est le seul moyen pour que la Roridula exploite ses proies. Plante et punaise sont dépendantes l'une de l'autre. Ces couples inséparables sont plutôt rares, en général le fruit d'une longue histoire commune. Après l'extinction des dinosaures, la vie se réinvente sur Terre. Le climat est chaud et humide, favorable au développement des champignons et des moisissures. Des organismes vivants aussi différents que les plantes, les micro-organismes et les insectes prolifèrent et tentent des associations en tout genre. C'est dans ce contexte qu'est née une symbiose à 3 partenaires. Une fourmi, un champignon et une bactérie antibiotique. Aujourd'hui encore, on peut trouver cette association dans nos forêts tropicales, quasiment inchangée depuis 50 millions d'années. Les ouvrières découpent les feuilles des arbres, récoltant toute la verdure possible. Elles ramènent le fruit de leur moisson dans la fourmilière, sous terre. Ces cavernes sont une vaste champignonnière à hygrométrie et température constante. Les feuilles sont décortiquées, consciencieusement réduites en une bouillie dont seule cette espèce de fourmi connaît la recette. Le compost est idéal pour la pousse d'un champignon qui n'est autre que ce fin duvet blanc aussi précieux que des cheveux d'ange. Le champignon a perdu les fonctions qui lui permettaient de se développer seul à l'extérieur de la fourmilière. Les ouvrières le transforment en boulettes pré-mâchées. Des boulettes de champignons, voilà le seul régime accepté par les larves de fourmis. Sur ce champignon repose toute la survie de la colonie. Pour fonder une nouvelle colonie, la reine y amène toujours un petit morceau de champignon afin de redémarrer sa culture. Ainsi, fourmis et champignons colonisent de nouveaux territoires. Malgré les prélèvements des fourmis, le champignon est largement gagnant dans l'affaire. Il est disséminé, nourri et prolifère jusqu'à remplir plusieurs mètres cubes de cavernes souterraines. Mais les bons soins des fourmis ne s'arrêtent pas là. Elles vont jusqu'à guérir le champignon de ses maladies, grâce à une bactérie antibiotique qu'elles ont apprivoisée. Cette étrange bactérie filamenteuse, elles la cultivent sur leur corps dans des alvéoles toutes spécialement dédiées. De cultivatrices, les fourmis deviennent infirmières spécialisées dans la lutte biologique. Elles font vraiment tout pour préserver leurs champignons nourriciers. Cette association mêlant le règne des champignons, des insectes et des bactéries
est la forme d'entraide la plus ancienne connue à ce jour. Elle montre à quel point des partenaires de tous bords peuvent devenir complètement dépendants l'un de l'autre pour leur survie. Il existe un autre cas de symbiose obligatoire, c'est-à-dire où l'entraide est la condition indispensable de survie des partenaires. Il s'agit des termites. Comme chez les fourmis champignonistes, c'est une association alimentaire à trois. Mais dans ce cas, les associés du termite ont élu domicile dans son abdomen. Les termites dévorent le bois et autres déchets organiques. Pourtant, ils sont incapables de digérer la cellulose du bois. Ils sont pour cela entièrement dépendants de partenaires tout petits. Nous voici dans l'abdomen d'un termite. Son tube digestif contient une poche spéciale de fermentation. C'est un excellent refuge pour des milliers de petits ouvriers, des protozoaires, qui eux savent digérer la cellulose du bois. Ils se nourrissent en même temps. Les protozoaires abritent à leur tour des bactéries spéciales qui éliminent les déchets et produisent de l'azote récupéré par le termite. Les termites se transmettent bactéries et protozoaires en mangeant la mue ou les excréments d'un congénère. Termites, protozoaires et bactéries. Qui aurait pensé que des organismes aussi différents puissent se rendre mutuellement indispensables ? Nos partenaires sont parfois si petits qu'on les oublie. Ce chimpanzé, par exemple, semble très bien se débrouiller tout seul pour manger. Pourtant, lui aussi a ses ouvriers microscopiques. Dans son intestin, une multitude de bactéries l'accompagnent pendant sa digestion. Elles lui servent de barrière défensive en dévorant les bactéries nocives. Plus de 400 espèces de bactéries bénéfiques peuplent ainsi le gros intestin. Sans elles, bon nombre de mammifères, hommes inclus, seraient constamment malades et affaiblis. Les bactéries sont des micro-organismes qui vivent à l'état libre. Mais elles aiment s'associer à des organismes plus évolués chez qui elles trouvent le gîte et le couvert. Elles sont partout, même au fond des océans, où elles rendent bien des services. Le poisson ananas se cache dans les cavernes sous-marines. Il s'est associé à des bactéries qui produisent de la lumière. En voici une, tout près de lui. Pour l'instant, elle n'éclaire pas. Elle s'infiltre dans ses ouïes, pénètre dans le photophore, l'organe que le poisson a consacré aux bactéries. C'est un excellent milieu de culture approvisionné en oxygène. Elles s'y reproduisent très vite et produisent de la lumière grâce à une enzyme spéciale. Les poissons s'en servent pour attirer leur proie, mais aussi pour communiquer, par exemple lors de la période de reproduction. Dans les profondeurs vit un autre poisson qui exploite ces mêmes bactéries bioluminescentes. C'est le poisson flasheur. Il s'est transformé pour tirer meilleure partie de son hôte, grâce à un organe réflecteur et un clapet qu'il peut obturer à volonté pour jouer du clignotant. Il communique ainsi avec ses congénères, attire des proies ou effraie ses prédateurs. Les bactéries bioluminescentes sont des partenaires privilégiés dans cette faune des profondeurs où la lumière est une denrée rare.
Certaines méduses savent en réfléchir la moindre lueur par de multiples prismes. C'est un appât des plus efficaces dans la nuit abyssale. Les symbioses bactériennes remontent aux premières formes de vie. Dans l'océan primitif, c'est l'association entre deux bactéries qui auraient formé certaines cellules organiques. Depuis les origines de notre planète, l'entraide du vivant a bien évolué. Elle inclut désormais l'homme qui lui aussi prend part aux vastes échanges du monde sauvage. La tribu des Borans au nord du Kenya partage son territoire avec l'oiseau indicateur. Comme son nom l'indique, c'est un mouchard. Cet oiseau est leur partenaire de chasse. Les hommes le sollicitent par des cris et des sifflements. Celui-ci répond par un chant d'invitation, une invitation à le suivre. Au fur et à mesure, l'oiseau se perche plus près du sol, signe qu'ils approchent du but. Quand l'oiseau change de musique, c'est qu'ils sont arrivés. Voilà ce qu'ils convoitaient, du miel. L'oiseau attend patiemment sa part. Des larves bien dodues dont il ne fera qu'une becquée. Pour l'oiseau indicateur, impossible de déterrer ni d'ouvrir la ruche sans l'aide des hommes. Et pour eux, la recherche du miel devient un jeu d'enfant. Cette entraide avec un animal sauvage reste authentique. Mais habituellement, l'emprise de l'homme sur la nature, sa destruction des écosystèmes, modifie l'équilibre fragile entre les espèces. Des formes d'entraide disparaissent, d'autres se créent. En voilà une peu commune, née autour d'une décharge en Arabie Saoudite. Il s'agit de deux espèces très différentes qui n'auraient jamais coopéré sans la présence de l'homme. Les détritus attirent non seulement des chiens errants, mais aussi une colonie de babouins qui ont élu domicile près de cette source de nourriture facile. Chiens et babouins partagent les lieux en bonne entente. En fait, ils se rendent mutuellement service en assurant la garde du territoire contre d'autres meutes sauvages qui convoitent leur garde-manger. Mais leur relation est plus complexe qu'il n'y paraît. Les babouins ont une structure sociale très hiérarchisée. Il y a plusieurs groupes familiaux. L'épouillage se pratique au sein d'une même famille. C'est un geste social de soumission et d'appartenance à la lignée. Or, les babouins épouillent aussi les chiens, signe qu'ils sont véritablement adoptés par leur clan. L'adoption des chiens par les babouins peut aller plus loin. En effet, dans chaque groupe de babouins règne un mâle qui garde jalousement son harem de femelles. Ce mâle dominant punit tous ceux qui approchent de trop près ses femelles. Pour ne pas rester célibataire, certains préfèrent voler un bébé. Si c'est une femelle, tant mieux. Elle grandira avec lui et pourra devenir sa favorite dans son futur harem. Incroyable, mais vrai. Ce singe a dérobé un jeune chiot. Non pas pour le manger, mais bien selon les rites violents d'une adoption forcée. Dans quelle intention ? Veut-il fonder une famille avec une jeune chienne ? Nul ne le saura jamais.
Ce comportement déviant est toutefois signe que deux espèces différentes peuvent faire davantage que coopérer. Elles peuvent établir un lien social fort des plus inattendus. La promiscuité croissante entre espèces sauvages et animaux domestiques amènera certainement une redistribution des rôles et des associations nouvelles plus ou moins réussies. Ces entraides, aussi variées soient-elles, témoignent de la formidable capacité d'adaptation des espèces les unes aux autres. Des espèces très différentes qui pourtant ont appris à communiquer et à grouper leurs intérêts pour faire des équipes gagnantes dans l'histoire de l'évolution.